le football reste le football. Celui qui aime le football mourra en aimant le football. Dans les rues de Porto Alegre est né un talent incontournable, un jeune homme prêt à transformer le football en magie pure. Avec son sourire inimitable et des dribbles défiant toute logique, il a parcouru un chemin qui l'a mené de l'humilité des quartiers à briller dans les stades les plus légendaires du monde. Mais derrière le spectacle, une autre histoire se cache. Pression, chaos, célébrité et le lourd prix à payer pour être un génie dans un sport impitoyable. Je parle de la série sur Ronaldinho, un regard intime sur la vie de celui qui a fait du football un art. Et avant de commencer, merci aux membres du club Elite and Minutos qui rendent chaque vidéo possible. Si tu veux faire partie de cette famille, il te suffit de cliquer sur le bouton « Rejoindre ». Lorsqu'un joueur commence à triompher dès son plus jeune âge, il développe inévitablement un profond désir d'être champion, de s'imposer saison après saison. Ronaldinho est arrivé dans le monde du football avec toute cette magie inimitable et un courage débordant qui le distinguait des autres. Lionel Messi reconnaît même que Ronaldinho a été plus important pour lui qu'il n'a pu l'être pour Ronaldinho. Une affirmation qui reflète l'énorme influence qu'il a exercée sur ceux qui ont partagé le terrain avec lui. De son côté, Neymar affirme que Ronaldinho est un homme au nom immense, quelqu'un qui a su se frayer un chemin jusqu'à briller de sa propre lumière. Et en même temps, lorsque Neymar commençait à peine sa carrière, il a eu le privilège de croiser sa route et de briller à ses côtés. Depuis son enfance, Ronaldinho désirait deux choses plus que tout. Jouer à Grêmio et porter le maillot de l'équipe nationale brésilienne. Des rêves qui ont nourri chacun de ses premiers pas. Il est né dans le sud du Brésil, une région dont les habitants sont connus sous le nom de Gauchos. Et c'est là que commença à se forger l'histoire de celui qui serait à jamais reconnu comme l'un des plus grands footballeurs de tous les temps. Les joueurs ressentaient une véritable crainte lorsqu'ils devaient l'affronter. Car se défendre contre Ronaldinho, c'était essayer de contenir l'incontenable. Son audace était merveilleuse. Il possédait un talent extraordinaire, une force remarquable et une vitesse qui faisaient de lui un spectacle de tous les instants. Né à Porto Alegre, au sein d'une famille humble mais profondément unie, tous les souvenirs d'enfance de Ronaldinho sont inévitablement liés au football. Il y avait toujours un ballon à ses côtés. Sa sœur Daisy se souvient en riant qu'elle le voyait constamment jouer avec le ballon dans la maison, le frappant d'un côté à l'autre et cassant tous les bibelots qu'il trouvait sur son passage. Ronaldinho lui-même raconte que sa mère avait l'habitude de l'envoyer au bar pour prévenir son père que le dîner était prêt. Cependant, pendant ce trajet, il se lançait un défi personnel. Il se répétait à lui-même qu'il essaierait d'y arriver sans laisser tomber le ballon une seule fois. C'est pourquoi on le voyait souvent parcourir le chemin en jonglant avec une aisance surprenante. Lorsque Ronaldinho est né, il y avait déjà beaucoup de ballons chez lui, car Roberto, son frère aîné, était passionné de football. Sans le savoir, cette maison modeste préparait déjà le terrain pour la naissance d'une légende. Roberto se souvient qu'ils étaient pauvres. Ce fut une enfance humble, oui, mais aussi profondément digne. Il y a même eu une période où ils ont dû partager la même chambre. Et Ronaldinho se souvient que Roberto a toujours été son grand idole, donc dormir dans la même chambre que lui semblait tout simplement merveilleux. Roberto avait déjà la vie et la routine d'un footballeur, entraînement quotidien, discipline et passion constante pour le football. Ronaldo était aussi fasciné par ce monde, et Roberto le savait très bien. C'est pourquoi, chaque fois qu'il en avait l'occasion, il emmenait son petit frère aux entraînements et aux matchs. Roberto raconte qu'à cette époque, il était déjà footballeur professionnel, et Ronaldo l'accompagnait partout. Il entrait même sur le terrain avec lui. Ainsi, toute la vie de Ronaldinho a baigné dans les ballons, les vestiaires, les encouragements et la pelouse. Ronaldo jouait au futsal, faisait partie de l'équipe junior de Grêmio et, pendant les vacances, disputait aussi des matchs avec New Kids, une équipe de football de plage. De chacune de ses expériences, il a énormément appris, car il les vivait avec une intensité peu commune pour un enfant de son âge. Très tôt, il a décidé qu'il voulait devenir footballeur. Il jouait au Pro Cercs, entraîné par le père d'un ami. Peu après, il a aussi joué pour Grêmio et d'autres équipes scolaires. Depuis tout petit, c'était un enfant très sollicité. Et déjà à cette époque, on pouvait percevoir qu'il avait quelque chose de différent, quelque chose de spécial. Tous commentaient à quel point il était bon et sa manière éclatante de se démarquer. Les autres parents criaient depuis les gradins à leurs enfants « Donne-toi plus de mal !» L'enthousiasme était incroyable. Et l'une des principales raisons de ces reproches était que Ronaldinho parvenait à complètement déstabiliser ses adversaires. Il y avait des matchs qui se terminaient 6-1, et 5 de ces 6 buts portaient en sa signature. La supériorité était telle que, pour équilibrer, l'équipe de Ronaldinho jouait parfois avec un joueur en moins. Pourtant, il parvenait rarement à l'arrêter. Dès ses premières années,
On commençait déjà à percevoir l'ampleur du phénomène qui allait naître. Le père de Ronaldinho était un homme extrêmement compétitif. Ni lui ni Roberto n'aimaient voir Ronaldinho sortir jouer et rentrer à la maison en larmes, se plaignant d'avoir perdu un match. Il voulait lui inculquer très tôt le caractère d'un vainqueur, la force de refuser la défaite. Cependant, derrière cette exigence, il y avait aussi un père profondément aimant, attentionné et dévoué à ses enfants. Il travaillait comme voiturier au Grêmio, et Roberto avait l'habitude de l'aider dans cette tâche quand il le pouvait. Quand Roberto a débuté comme footballeur professionnel, de nombreux amis de son père disaient avec enthousiasme que s'il jouait ne serait-ce qu'à moitié aussi bien que lui, il deviendrait une star. Depuis lors, Roberto sentait déjà sur ses épaules le poids des attentes. C'était un grand joueur, doté de qualités indiscutables, même si son indiscipline a finalement été l'obstacle qui l'a empêché d'aller encore plus loin. Certains vont même jusqu'à dire, en guise de comparaison, que si ce détail n'avait pas existé, peut-être que Ronaldinho serait devenu Messi et Roberto Ronaldinho. Pendant ce temps, la carrière de Ronaldinho ne cessait de prendre de l'ampleur. Peu de temps après Brakosh Komosi, il a rejoint l'équipe nationale et avait déjà participé au championnat sud-américain. La nuit où il est revenu de cette expérience a été inoubliable. Tout le monde voulait l'embrasser, le féliciter et fêter avec lui. Ce n'était pas un événement isolé, mais la suite naturelle de tous les efforts, des sacrifices et du travail silencieux que la famille déployait depuis des années. Il y a eu aussi un moment décisif qui a marqué une transformation profonde dans leur vie. Dans le contrat de Roberto figurait une exigence très particulière, une maison avec piscine. Cette clause, qui pouvait sembler un simple luxe, représentait en réalité le début d'une étape fondamentale de transition économique et sociale pour toute la famille. Grâce à cela, ils ont pu quitter le quartier modeste dans lequel ils avaient vécu et grandi, et déménager ailleurs pour commencer une nouvelle vie, avec des horizons plus larges et le sentiment, pour la première fois, que les rêves pouvaient vraiment devenir réalité. Le père de Roberto et de Ronaldinho disait fièrement au président de Grêmio qu'il avait encore un autre fils à la maison qui jouait encore mieux. Il faisait bien sûr référence au petit Ronaldo, dont le talent commençait déjà à attirer l'attention au sein de la famille. À cette époque, Roberto jouait déjà à Grêmio à seulement 18 ans, tandis que Ronaldo n'était encore qu'un enfant qui observait, apprenait et rêvait. Pour l'anniversaire de Roberto, une fête a eu lieu dans la maison acquise après la signature de son contrat. Cependant, cette journée, qui devait être une célébration, a été à jamais marquée par la tragédie. Ce même jour, son père a eu une crise cardiaque alors qu'il se trouvait dans la piscine. Il est resté plusieurs jours dans le coma, avant de finalement décéder. Il n'avait que 42 ans, il était encore très jeune. Ce fut un coup dévastateur pour tout le monde. Ronaldo n'avait que 8 ans, et à un âge où un enfant commence à peine à comprendre le monde, il a dû faire face à la perte de l'une des figures les plus importantes de sa vie. À partir de ce moment-là, sa mère a pris le contrôle total du foyer. Elle est devenue à la fois mère et père, soutenant la famille avec une force admirable. À ce moment-là, Roberto a pris le contrôle financier de la maison, et cela a représenté un énorme changement dans sa vie. Pendant la vie de son père, Roberto était dans la rue, mais à la maison, c'était son père qui imposait l'autorité. Après son départ, la dynamique a changé. Roberto a mis de côté une grande partie de sa jeunesse et de son insouciance pour devenir à la fois le frère aîné et la figure paternelle. La mère, quant à elle, a joué un rôle essentiel dans la vie de Ronaldinho. Elle est devenue son refuge, son soutien émotionnel et la force silencieuse qui le maintenait debout. Le club a accueilli Ronaldinho, lui a donné de l'affection, transmis sa passion et offert un lieu pour grandir. Mais le soutien inconditionnel de sa mère a été décisif pour qu'il continue à rêver de devenir un athlète professionnel et pour que l'immense amour qu'il ressentait pour le football ne s'éteigne jamais. De nombreux footballeurs professionnels, parmi lesquels Lionel Messi, décrivent Ronaldinho comme une personne extraordinairement simple, humble et profondément loyale en amitié. Ils soulignent également sa capacité à profiter de la vie avec authenticité, comme il l'a toujours exprimé lui-même et comme il continue de le démontrer à chacune de ses apparitions publiques. Cette spontanéité, ajoutée à son génie sportif, est l'une des raisons pour lesquelles il continue d'être autant admiré sur et en dehors des terrains. Lorsque Ronaldinho n'était qu'un enfant, il avait 2 rêves parfaitement définis, jouer au Grêmio et porter le maillot de l'équipe nationale brésilienne. Ces rêves d'enfance sont devenus le moteur qui a poussé chacun de ses efforts. À seulement 16 ans, il était déjà un jeune homme au talent éblouissant. Bien qu'il soit évident qu'il devait encore s'adapter au rythme, à l'exigence et à la rudesse du football adulte. En 1997, Ronaldinho a remporté la Coupe du Monde des moins de 17 ans avec l'équipe du Brésil. Et ce titre a représenté un élan décisif pour consolider son chemin vers le professionnalisme à Grêmio.
Après cette consécration, tout a commencé à se passer à une vitesse vertigineuse. La presse sportive a commencé à lui consacrer des titres toujours plus accrocheurs. On parlait de Ronaldinho comme du jeune homme de seulement 17 ans qui éblouissait déjà le football brésilien, et qui menaçait de devenir la prochaine grande sensation nationale. Cependant, c'est en 1999 que le moment décisif est arrivé, et a tout changé. Ce qui a le plus marqué cette année-là, c'est le Grenal décisivo. Un derby chargé de tension et de symbolisme. Grâce à ce match, d'innombrables portes se sont ouvertes pour Ronaldinho. Non seulement pour l'importance de la rencontre, mais aussi parce qu'en face se trouvait Dunga, quadruple champion du monde et capitaine d'envergure. Ronaldinho commençait à peine à écrire ses premières pages, tandis que Dunga représentait l'expérience, l'autorité et le poids d'une carrière bien établie. Malgré cette différence, le jeune Ronaldinho a osé faire l'impensable. Il l'a humilié sportivement avec un petit pont mémorable qui s'est terminé par un but. Tout le stade était resté bouche bée. Personne ne pouvait croire à quel point cet adolescent avait ridiculisé avec autant de naturel une figure d'une telle carrière. Dunga, comme on pouvait s'y attendre, a réagi avec fureur face à un tel affront. Cependant, Ronaldinho a toujours manifesté un profond respect envers lui. Chaque fois qu'il a eu l'occasion de retrouver Dunga, il affirme que cela a été un véritable plaisir. Des années plus tard, ils ont finalement travaillé ensemble quand il est devenu entraîneur. Longtemps, des rumeurs ont circulé selon lesquelles Dunga ne l'avait parfois pas convoqué, à cause de ce dribble humiliant jamais oublié. En réalité, il s'est énervé à cause de cette action audacieuse et provocatrice, mais cela n'a pas réduit la reconnaissance du talent de Ronaldinho. Ce soir-là, en plus d'être au centre de l'action la plus commentée, il a été la grande star du match. Ce jour-là, l'ère a été fondamental pour que tout le Brésil comprenne que Ronaldinho n'était pas simplement une promesse. C'était la naissance, sous les yeux de tous, du Ronaldinho qui finirait par conquérir le monde. Pour Ronaldinho, faire partie de l'effectif du Brésil à la Copa América 1999 était un immense bonheur. La majorité des joueurs qui l'entouraient étaient ses idoles d'enfance, des hommes qu'il avait admirés pendant des années à distance. Faire partie de ce groupe était déjà un privilège extraordinaire, mais Ronaldinho ne se contentait pas seulement d'accompagner. Il voulait aussi jouer, prouver et laisser une empreinte. L'occasion s'est présentée à la 27e minute de la seconde mi-temps, et dès l'instant où il est entré, il a montré clairement qu'il n'avait aucune intention de passer inaperçu. Il a été audacieux, désinvolte et étonnamment hardi. À seulement 19 ans, dès son premier ballon, il a créé une œuvre d'art en contrôlant et en soulevant le ballon au-dessus de son défenseur. Il l'a soulevé une fois de plus, et sans la laisser tomber. Il a conclu avec une finition brillante qui s'est terminée en but. Tout s'est passé de façon automatique, presque instinctive, comme si le corps avait réagi avant la pensée. Le commentaire et la réaction générale semblaient se résumer en une seule phrase. Regardez ce qu'il a fait. C'était un moment merveilleux, car tout le continent assistait en temps réel à la naissance d'une étoile. Le Brésil a fini par remporter cette Copa América après avoir battu l'Uruguay 3-0 en finale. Cependant, pour beaucoup, au-delà du résultat collectif, cette Copa América fut aussi celle de Ronaldinho, précisément à cause de cette action inoubliable qui a émerveillé tout le monde. C'est là qu'il a montré avec une clarté absolue quel genre de footballeur il était destiné à devenir. Pour beaucoup de ceux qui l'ont vu émerger, il reste l'un des joueurs les plus habiles et créatifs que le football ait jamais connu. Derrière cette ascension fulgurante, il y avait aussi une structure familiale très solide. Le préparateur physique de Ronaldinho était son propre cousin. Sa sœur s'occupait de la maison, et son agent ou manager était Roberto, son frère aîné. Ronaldinho a toujours été entouré de personnes proches, de visages familiers qui lui apportaient de confiance et stabilité. Roberto négociait chaque décision avec un seul objectif, que tout soit vraiment bénéfique pour lui. Il comprenait que Ronaldinho avait besoin de se sentir protégé, entouré et en sécurité émotionnellement. Il savait aussi qu'il avait besoin de quelqu'un pour le pousser quand c'était nécessaire. C'est pourquoi, à de nombreuses reprises, Ronaldinho a fini par faire des choses qu'il ne désirait peut-être pas vraiment. Il acceptait car il savait que Roberto pensait à son bien-être. Il convient de souligner que Roberto n'a pas abandonné sa carrière uniquement pour s'occuper de Ronaldo. C'était plutôt le résultat d'une série de circonstances. Les blessures ont commencé à apparaître tôt, l'usure physique et émotionnelle a augmenté, et petit à petit, il a cessé de trouver un sens à continuer de la même manière. Parallèlement, Ronaldo grandissait. Sa personne commençait à attirer l'attention et les exigences autour de lui étaient de plus en plus grandes. La demande familiale et professionnelle s'est intensifiée, et Roberto a décidé d'être constamment présent. Sa mère a également toujours été là, tout comme sa sœur, mais c'est Roberto qui a assumé avec le plus de force le rôle de guide.
C'est lui qui a le plus guidé Ronaldinho tout au long de sa carrière, et ses conseils se sont avérés être les plus efficaces. C'est pourquoi, pour Ronaldinho, il ne fait aucun doute que son frère a été la personne qui l'a le plus aidé à devenir la légende que le monde a connue. Pendant que Ronaldinho était en stage avec la sélection brésilienne, Grêmio a commencé à recevoir d'importantes offres venant d'Espagne et d'Angleterre, avec des montants atteignant les 20 millions de dollars. La situation était tout à fait compréhensible. Ronaldinho était déjà considéré comme une jeune star en pleine ascension, un talent dont le potentiel semblait sans limite. Cependant, il n'avait jamais imaginé défendre un autre maillot. Dans son esprit, il n'y avait que Grêmio, le club dont il avait rêvé depuis son enfance et où il s'était toujours vu grandir. Pour cette raison, Grêmio n'était pas non plus prêt à le vendre. Le sentiment d'appartenance était si fort que même au stade olympique, une banderole affichait une phrase percutante « Nous ne vendons pas nos stars ». Cependant, la situation a changé lorsqu'il est devenu évident que son contrat prendrait fin en mars 2001. Lorsqu'il s'est retrouvé libre et que son départ s'est concrétisé, le club a eu le sentiment d'avoir été trahi, comme si cette idole en devenir s'était enfuie sans leur laisser la récompense qu'ils attendaient. Derrière cette décision, cependant, il y avait une stratégie soigneusement élaborée dès le début. Le principal sponsor de la confédération brésilienne était Nike, et Roberto comprenait parfaitement le poids que cela représentait en termes d'exposition médiatique et commerciale. Son raisonnement était simple. Si Ronaldinho signait dans un club lié à Adidas, il ne serait pas en première ligne du projet publicitaire, mais relégué au second plan. C'est pourquoi Roberto a dressé une liste des clubs associés à Nike. On y trouvait des institutions comme l'Inter de Milan et Manchester United entre autres. Malgré tout, il savait devoir avancer pas à pas. C'est pourquoi il choisit le Paris Saint-Germain comme destination. Pour Ronaldinho, le changement a été rapide, mais en même temps naturel. C'était quelque chose qui faisait déjà partie du plan. Se distinguer d'abord au Brésil et un jour jouer en Europe. C'est le rêve de pratiquement tous les footballeurs brésiliens, sud-américains, et en réalité de n'importe quel coin de la planète. Car l'Europe a toujours représenté la scène la plus grande et la plus prestigieuse du football mondial. Pour lui, c'était un immense rêve. Et quand cela s'est finalement produit, il a senti que tout se mettait en place avec une étonnante facilité. De plus, sa famille était déjà allée en Europe auparavant pour rendre visite à Roberto. Ainsi, il n'arrivait pas totalement en territoire inconnu. Ronaldinho était encore très jeune. À bien des égards, il découvrait le monde. Il y avait quelque chose de touchant et de fascinant à le voir traverser cette étape. À l'entraînement, il montrait déjà cette qualité unique. Sa capacité à dribbler, déséquilibrer, faire des passes décisives, se projeter et éliminer ses adversaires avec une facilité déconcertante. Durant sa première année, il est resté très attaché à ses proches. Il était passé directement de la chaleur de son foyer familial à Porto Alegre, une ville aux coutumes provinciales pour lui, au vertige éblouissant de Paris. Naturellement, il avait aussi les faiblesses propres à un garçon de son âge. Il adorait sortir, profitait énormément des fêtes et était attiré par tout ce qui était synonyme d'amusement. Il restait un jeune homme, en train de vivre de nouvelles expériences, même s'il avait encore beaucoup à apprendre. À la fin de cette première année européenne, le grand rendez-vous arriva. La Coupe du Monde de la FIFA 2002. Lorsqu'il a rejoint l'équipe, il a trouvé une ambiance déjà bien établie. Il y avait de l'amitié, de la camaraderie et un fort esprit collectif. Il a été convoqué aux côtés de grandes figures comme Cafu et Ronaldo Nazario. Il était donc difficile de ne pas croire que ce groupe avait tout pour devenir champion du monde. Il faut aussi rappeler que Ronaldinho n'a jamais été un joueur indiscipliné. C'était un homme qui savait s'amuser, profiter intensément de la vie, et n'a jamais séparé cette joie de sa vision du football. 80% des Japonais soutenaient l'Angleterre, et en particulier David Beckham. Cette rencontre avait une saveur vraiment particulière pour Ronaldinho, car beaucoup la considéraient comme la finale anticipée de la Coupe du Monde de la FIFA 2002. On disait que si, à la mi-temps, le Brésil n'était mené que 1-0, il y aurait encore de réelles chances de revenir au score. Et c'est ainsi que Ronaldinho a décidé de prendre les choses en main. Il a pris le ballon et a commencé l'une de ses actions qui n'appartiennent qu'au domaine de l'extraordinaire. Il a laissé derrière lui 3, puis 4 joueurs, feintant avec les épaules, tournant le corps et enchaînant des pas croisés avec une aisance déconcertante. C'était un dribble monumental, capable de désorganiser toute une défense. Après cette action prodigieuse, il a transmis le ballon probablement au dernier footballeur que les Anglais voulaient voir en possession, Rivaldo, qui a finalement conclu l'action. Peu après, Ronaldinho est réapparu pour marquer un but inoubliable sur coup franc. Un but qui a définitivement fait basculer le match et qui est resté à jamais gravé dans la mémoire du football mondial. Cependant, tout n'a pas été une fête. Plus tard, il a commis une faute et sans le vouloir, a fini par blesser un joueur anglais. L'arbitre a décidé de l'expulser.
Cela l'a profondément attristé, non à cause de la sanction, mais de l'impuissance de ne plus pouvoir aider son équipe à un moment crucial. Ses coéquipiers, cependant, l'ont immédiatement entouré de paroles d'encouragement. Ils lui ont dit qu'il devait se concentrer sur sa préparation pour la finale, car ils étaient convaincus qu'ils allaient gagner. Pour Ronaldinho, ce soutien a été le plus important. Sentir que le groupe continuait à lui faire confiance et qu'il avait encore une mission à accomplir. Dans le vestiaire, en plus, Ronaldinho était un pilier émotionnel indispensable. C'était lui qui animait la fête, qui mettait l'ambiance, qui transmettait sa joie et sa décontraction au reste de l'équipe. Les autres joueurs étaient influencés par cette énergie positive, car Ronaldinho devait se sentir motivé et savait aussi transmettre cette motivation. Après avoir battu la Turquie, le Brésil a retrouvé l'Allemagne en finale et s'est imposé 2-0, réalisant ce que beaucoup jugeaient impossible. Devenir champion du monde a été l'un de ces rêves qui remplissent l'âme de fierté pour toujours. À partir de ce moment-là, Ronaldinho n'était plus seulement un jeune prodige, il est devenu une véritable star. Il a été couronné champion du monde alors qu'il jouait pour le Paris Saint-Germain. Et la reconnaissance a été telle qu'il a même reçu la clé de la ville. Cependant, à son retour au Paris Saint-Germain, les choses n'ont pas été faciles. Il a raté un penalty et a été durement critiqué, car c'est ça, le football de haut niveau. Une guerre émotionnelle permanente. Le mardi, tu peux gagner et être proclamé meilleur du monde. Mais si tu perds le samedi, soudain il semble que tu ne sers à rien. Les footballeurs vivent chaque jour avec cette pression insupportable et avec l'obligation constante d'obtenir des résultats. Pendant cette période, en plus, la famille de Ronaldinho était moins présente et avait moins d'influence sur sa routine, justement au moment où il commençait à entrer pleinement dans l'âge adulte. À cela s'est ajoutée la relation complexe avec Luis Fernandez, qui souhaitait exercer un contrôle rigoureux sur ses joueurs et sur chaque aspect de leur professionnalisme. Cette vision entrait inévitablement en conflit avec le mode de vie spontané et libre de Ronaldinho. Il y a même eu des matchs où il a été remplacé en raison d'une incompréhension mutuelle. Luis n'arrivait pas vraiment à comprendre qui était Ronaldinho, ni à saisir la nature d'un athlète brésilien formé dans la joie, l'improvisation et la créativité. Pourtant, sur le terrain, Ronaldinho réalisait toujours des prouesses. Même s'il ne correspondait pas au modèle disciplinaire traditionnel que certains voulaient lui imposer, il restait un footballeur exceptionnel. Capable de faire basculer les matchs par un génie rare. En 2003, lors d'un classique face à l'Olympique de Marseille, le Paris Saint-Germain a gagné 3-0. Démonstration de qualité confirmant encore le niveau exceptionnel de Ronaldinho. Parallèlement, Roberto avait ajouté une clause libératoire à la 2e année du contrat. Une décision stratégique qui finirait par être déterminante. Bien que Ronaldinho souhaitait rester à Paris, son avenir ne dépendait pas uniquement de sa volonté, mais aussi de la vision calculatrice de son frère. L'Inter de Milan l'avait déjà contacté, comme pratiquement tous les grands clubs d'Europe qui voulaient le recruter à l'époque. La conquête de la Coupe du Monde de la FIFA 2002 avait multiplié sa valeur et fait de son transfert l'un des plus convoités. Une négociation avancée avait lieu avec Manchester United, tandis que Barcelone et Chelsea surenchérissaient. Ronaldinho allait signer à Manchester, mais Roberto l'a convaincu de choisir Barcelone, idéal pour les Brésiliens avec sa ville, plage, climat et style de vie. Étape décisive, suite logique de leur projet. Tous savaient qu'il ne resterait pas longtemps à Paris. Laurent Perper est devenu comme un père pour lui, tandis qu'il gardait moins de souvenirs positifs de Luis Fernandez. Finalement, il a accepté l'offre de Barcelone pour 30 millions d'euros. Son arrivée à Barcelone a été une explosion d'enthousiasme. Même si David Beckham avait signé au Real Madrid, Ronaldinho apportait quelque chose de différent, de la joie, du charisme et de la magie. Le club traversait une période difficile, mais il avait un projet qui l'a convaincu. Un nouvel entraîneur, de nouveaux joueurs et une nouvelle idée. Dès sa présentation, avant même ses débuts, il recevait déjà l'affection des supporters. Son entrée a marqué les esprits. Contre Séville, il a inscrit un but lointain qui a changé l'ambiance. L'équipe a commencé à se renouveler avec Samuel Eto'o et Deco. Puis un jeune Lionel Messi est arrivé, que Ronaldinho a aidé dès le début. En 2004, Barcelone est redevenu champion. La célébration dans la ville lui a rappelé la Coupe du Monde, et il a senti qu'il avait fait le bon choix. Quand un joueur gagne jeune, il veut toujours recommencer. Cette année-là, il a été élu meilleur joueur du monde. Mais il regrettait de ne pas avoir assisté à la naissance de son fils Juan à cause d'un match. Les dates familiales étaient un peu compliquées par les voyages et les entraînements. Avec le temps, son fils l'a mieux compris, car il vit désormais des expériences similaires. Cette expérience les a rapprochés. Aujourd'hui, ils sont amis en plus d'être père et fils. Ronaldinho l'accompagne et le conseille constamment, et Juan apprécie son avis et ses conseils. Son oncle Roberto reste aussi proche.
en l'aidant comme il l'a toujours fait avec Ronaldinho. En 2005, lors d'un classico disputé dans le mythique stade Santiago Bernabéu, Ronaldinho a offert une performance tout simplement mémorable. Ses buts, ses dribbles et sa domination totale du jeu furent si impressionnants que même les supporters adverses finirent par l'applaudir debout. Un geste absolument inhabituel qui était resté gravé comme l'un des hommages les plus extraordinaires jamais vus dans l'histoire du football. Le lendemain, les gros titres de la presse étaient éloquents. Même les supporters du Madrid ont applaudi. Le Santiago Bernabéu s'est incliné devant Ronaldinho. Ce soir-là, Barcelone n'a pas été la seule à gagner. Il est également devenu évident que le Brésilien avait conquis même ceux qui étaient venus pour le voir échouer. En dehors du terrain, les joueurs sortaient un peu dans des boîtes de nuit ouvertes au public, mais organisaient de grandes fêtes privées qu'ils aimaient. Ils louaient des discothèques entières et invitaient des centaines de personnes. Parfois, ils réunissaient jusqu'à 600 invités. C'étaient des fêtes inoubliables, pleines de musique, de joie et de camaraderie. Ronaldinho a toujours vécu en faisant ce qu'il aimait. Jouer au football, sa plus grande source de bonheur. Et pour jouer avec joie, il avait besoin de musique. C'est pourquoi ces deux passions ont toujours avancé ensemble. Le ballon et le rythme, la compétition et la fête, la magie du gazon et l'énergie de la samba. Entre 2005 et 2006, Barcelone a remporté sa deuxième Liga consécutive, consolidant une ère de domination dans laquelle Ronaldinho était le grand symbole du renouveau blaugrana. En 2006, un autre grand défi s'est présenté. La Ligue des champions de l'UEFA, 2005-2006. En demi-finale, le redoutable Milan, l'une des meilleures équipes de l'époque, attendait. Mais Ronaldinho est apparu. Face à Gennaro Gattuso, il a feint avec brio. Protéger le ballon calmement et délivrer une passe décisive aboutissant à un but. Inspiré, créatif et décisif, il a mené Barcelone jusqu'à la finale. La finale s'est jouée à Paris contre Arsenal, dans un cadre chargé d'émotions pour Ronaldinho, car de nombreux amis à lui étaient dans les tribunes. C'était un match clé. Le Barça n'avait pas gagné la Coupe d'Europe depuis 14 ans. Le match a commencé avec des frayeurs. Ludovic Juli a marqué, mais le but a été refusé pour une faute sur Samuel Eto'o, entraînant aussi l'expulsion du gardien adverse. Finalement, le Barça est devenu champion d'Europe, réalisant un rêve attendu depuis longtemps. Peu de temps après, Ronaldinho est devenu le 4e Brésilien du Barça à remporter le Ballon d'Or. Il a dédié le prix au club, aux Brésiliens, et surtout à sa mère, la personne la plus importante de sa vie. Elle lui a appris à être humble, à garder les pieds sur terre, et à ne se sentir supérieur à personne. Cette même année, l'une des plus grandes déceptions est arrivée. Lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2006. Le Brésil est arrivé en tant que favori, mais a été éliminé par la France après avoir perdu 1-0. La défaite a été très difficile, et une partie des supporters a réagi avec colère, allant même jusqu'à brûler une statue de Ronaldinho. De retour à Barcelone, les résultats chutent, et les critiques fusent. Dans le football, gagner attire les applaudissements. Perdre suscite des doutes. Ronaldinho redevient le centre de l'attention médiatique. Il n'a pas eu son 3e prix de meilleur joueur du monde, en partie à cause de la Coupe du Monde, et des rumeurs de fêtes, d'excès et de manque de discipline ont circulé. De nombreuses choses qu'il jugeait fausses ont été dites. C'est alors que le déclin a commencé à se faire sentir. Ronaldinho pensait avoir encore un an pour redevenir numéro 1. Mais cette période a été marquée par les blessures. La presse insinuant même qu'il simulait pour éviter l'entraînement. Déterminé à prouver sa sincérité, il est allé travailler, mais s'est finalement déchiré l'adducteur. Il voulait prouver son engagement, mais le prix a été élevé. Ce furent des mois particulièrement difficiles. Ronaldinho n'était pas satisfait de lui-même. On ignore si c'était seulement la pression médiatique ou aussi des soucis personnels qui l'affectaient. Mais il était clairement triste. La joie naturelle qui l'avait toujours accompagné commençait à s'éteindre. Jusqu'au jour où le président du club lui a dit honnêtement que cela ne pouvait plus continuer. Même pour lui, ce fut une conversation douloureuse. Ils en ont parlé, ils se sont écoutés, et ont compris qu'il était temps de commencer une nouvelle étape. Ronaldinho restait compétitif par nature, mais il n'irradiait plus le même bonheur qu'autrefois. Et tous ces mensonges répétés encore et encore à propos de son nom le dérangèrent profondément, érodant peu à peu ce sourire qui pendant des années avait illuminé le football mondial. Ronaldinho avait déjà pratiquement tout ce qu'un footballeur peut accomplir avec le FC Barcelone. Son contrat a pris fin en 2010, mettant ainsi un terme à une étape unique de sa carrière. Peu de temps après, des rumeurs ont commencé à circuler dans les médias concernant un possible intérêt du propriétaire de Chelsea pour l'intégrer au club anglais, ce qui a encore alimenté les spéculations sur son avenir immédiat. Cependant, Ronaldinho lui-même a déclaré publiquement que, si Barcelone décidait finalement de le transférer, la seule équipe pour laquelle il serait prêt à jouer serait le champion du monde.
le Milan. Après 2 saisons jugées irrégulières en raison du contexte très exigeant qui l'entourait, le monde du football a commencé à se demander ce qui était arrivé à ce joueur qui avait émerveillé tout le monde. Au Barça, il avait marqué l'histoire, mais il est aussi vrai que le club comptait sur des joueurs de très haut niveau, ce qui impliquait une exigence constante. La moindre erreur était immédiatement critiquée, ce qui est habituel dans le football d'élite. Ce furent 2 années particulièrement complexes, marquées par une pression médiatique et sportive constante. Le cycle de Ronaldinho à Barcelone a également coïncidé avec la fin de l'ère dirigeante de Joan Laporta et les tensions internes entre différentes factions du club, ce qui a créé une ambiance institutionnelle difficile. Dans ce contexte, Ronaldinho et son frère Roberto se sont retrouvés, dans une certaine mesure, pris au piège d'une guerre interne qui les dépassait. Ronaldinho entretenait une relation étroite avec Sandro Rosell, ce qui ajoutait encore plus de complexité à la situation. Avec le temps, Ronaldinho lui-même a fini par se lasser d'être impliqué dans ce genre de conflit, d'être constamment désigné comme le centre de toutes les controverses. Il a toujours été une personne qui ne se sent pas à l'aise au milieu des affrontements ou des disputes internes. Lorsqu'il perçoit un conflit, il a tendance à s'éloigner et à prendre ses distances. Pour lui, le football devait être une source de joie, pas une tension institutionnelle permanente. Finalement, l'accord de transfert de Ronaldinho au Milan a été conclu pour environ 25 millions d'euros. Cette décision mettait fin à l'une des périodes les plus brillantes de sa carrière. Ronaldinho avait réalisé ses plus grands rêves à Barcelone, et en même temps, il avait l'opportunité de commencer un nouveau chapitre dans un club historique, dans un championnat différent, et dans un contexte complètement nouveau. Cela représentait aussi la possibilité de réaliser un rêve qu'il avait depuis l'adolescence, jouer dans une équipe européenne qui avait toujours suscité son admiration. Cependant, lorsqu'il devait affronter Barcelone, Ronaldinho ne se sentait pas totalement à l'aise, car il gardait un profond respect pour le club qui avait marqué sa carrière. Pourtant, lors de ses retrouvailles, il a été accueilli par une forte ovation, et le respect entre lui et ses anciens coéquipiers était évident, en particulier avec son ancien capitaine. Son passage en Italie a été unique, entouré de grandes stars et dans un environnement très compétitif. Cependant, en vue de la Coupe du Monde de la FIFA 2010, l'entraîneur Dunga a décidé de ne pas le convoquer. Beaucoup ont attribué cela à de vieilles rivalités, à cause de cette action où Ronaldinho l'avait dépassé des années auparavant, même si Dunga a nié que ce soit la raison. Avec seulement 6 mois de contrat restant à Milan, on parlait déjà de son retour au Brésil. Ronaldinho voulait revenir à Grêmio et y prendre sa retraite. Cependant, le nom de Flamengo a commencé à prendre de l'importance. Ses couleurs proches de celles du Milan et une meilleure offre financière ont fait pencher la balance. Il a finalement signé pour le club carioca. Au Flamengo, il a vécu l'un des matchs les plus mémorables du football brésilien. Là-bas, 2 générations s'affrontaient, l'émergence de Neymar et la magie de Ronaldinho. Santos a mené 3-0, mais Flamengo est revenu pour l'emporter 5-4. C'est aussi le seul club où Ronaldinho est resté invaincu longtemps. Cependant, les problèmes internes du club sont vite apparus. Les dettes et conflits de direction ont nui à la stabilité, et Ronaldinho, vainqueur de son procès contre Flamengo, s'est retrouvé libre de tout contrat. Peu de temps après, son frère Roberto l'a mis en contact avec l'entraîneur Cuca, qui lui a proposé de jouer à l'Atlético Mineiro, une équipe qui avait besoin d'un numéro 10, et a misé sur lui. Souvent vus comme des rejetés, ils ont répondu ensemble sur le terrain. Après plusieurs titres, seule la Copa Libertadores leur manquait. L'équipe s'est qualifiée, mais sa mère a eu des problèmes de santé, rendant cette période la plus difficile de sa vie. Lors d'un match, les supporters ont déployé une banderole qui disait « Que Dieu protège sa mère », ce qui l'a profondément ému. Il s'est senti chez lui et a même affirmé qu'il resterait jusqu'à la fin. L'équipe a connu des victoires majeures et atteint la finale. Après une défaite 2-0 contre Olympia à l'aller, elle a égalisé 2-0 au retour, forçant les tirs au but. Ronaldinho voulait tirer en dernier, mais un tir sur la barre a offert la victoire à l'Atlético Mineiro, sacré champion de la Libertadores. Il a ainsi accompli l'un de ses plus grands rêves. Après cet exploit, son passage au club s'est terminé et son avenir est redevenu incertain. En 2014, il a quitté l'équipe, tandis que Roberto continuait à guider son parcours. En 2020, Ronaldinho et son frère ont été arrêtés au Paraguay pour usage de faux papiers, passeports, cartes d'identité et permis paraguayens. Ronaldinho affirmait tout ignorer, se considérant comme brésilien et assurant que les documents lui avaient été remis sans qu'il ne soupçonne rien. En prison, il s'est fait des amis et a gagné un tournoi de football interne avec un cochon à la clé. Après 5 mois, il a été libéré et il a été établi qu'il n'avait pas de responsabilité directe. En 2021, sa mère est morte de complications dues au Covid, le jour le plus douloureux de sa vie. Ronaldinho poursuit aujourd'hui sa vie entre voyages, musique et projets, sa renommée et son héritage demeurent intacts.
Cette vidéo existe grâce aux membres du club élite de N-Minutos, qui soutiennent la chaîne et permettent les résumés hebdomadaires de films et séries. Toi aussi, rejoins ce groupe exclusif. Consulte des résumés de films à l'affiche, instantanément. Demande-moi le résumé de ton choix. Accède à une bibliothèque privée avec du contenu exclusif. Surtout, reçois la reconnaissance de toute la communauté pour avoir rendu ce projet possible. N'y pense plus. Rejoins la famille dès maintenant, en cliquant sur le bouton qui dit « Rejoindre ».